Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5 de la Poiesis. Mêlant installation et rituel, culture et écriture, Emiga joue sur la polysémie des termes ainsi que sur la pluralité des sensorialités. Elle questionne la spatialité, les lieux, les mouvements, mais aussi les matériels, à travers la peinture corporelle, voire même le fil de coton rouge. Cherchant à faire communauté, cherchant la libération en prenant attache à sa peau, il n'est plus question de fuite, mais de réfléchir à comment prendre corps dans un décor. Je vous souhaite donc, à travers cet échange de voix, une belle écoute. Chapitre 1. La Genèse. D'où vient-on ? Pouvez-vous vous décrire, prénom, âge et votre parcours scolaire ? Bonjour, je m'appelle Emiga. Emiga, c'est Émilie et Gabriel, les prénoms de mes grands-parents maternels. Emiga. J'ai 26 ans et mon parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique il y a presque 10 ans. Ensuite, j'ai fait une première année de médecine à Nouméa, au même endroit où j'ai eu mon bac. J'ai découvert un univers assez strict et en même temps riche de beaucoup de connaissances qui m'a fait m'intéresser aux neurosciences. Et je suis partie de Nouvelle-Calédonie pour faire une licence en neurosciences à Montpellier. Et en quittant cet endroit, j'ai compris davantage pourquoi j'étudiais les neurosciences. Et je pense que universitairement parlant, c'est ça. Et après, ça fait 2 ans, 3 ans que je fais pas mal de formations plutôt dans le milieu de la création, dans le milieu aussi de comment on se gère en communauté, comment on existe ensemble. Voilà. La question d'après, c'est comment pourriez-vous décrire votre activité ? Donc vous avez parlé des neurosciences, vous avez parlé de formation, de création, du côté assez communautaire, je dirais, ou peut-être de comment créer une communauté, comment créer ensemble en communauté. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Du coup, quand j'étais à Montpellier après cette licence, j'ai travaillé dans le milieu plutôt socio-culturel, dans une fédération qui s'appelle Yeobi, donc située dans un quartier de Montpellier qui s'appelle Figuerolles. Et dans cet espace, il y a la cohabitation de 11 associations issues de la diaspora internationale, qui a le lieu qui permet la rencontre. Et aussi parce que des fois, dans le calendrier annuel, il y a des dates qui font qu'il y a des rencontres et il y a des événements qui sont célébrés, il y a des ateliers qui sont organisés, des réunions, des conflits, de la joie. Et du coup, j'ai travaillé dans cet espace pendant plusieurs mois. En termes de création et de communauté, le simple fait d'être dans un espace commun avec des fonctionnements différents, moi, ça me rappelait toujours à ce que je te disais, les neurosciences. Parce qu'en fait, nos corps apprennent par les sens, selon moi. Et le fait d'habiter dans un endroit différent d'une autre personne, ça fait que l'endroit où on a posé nos pieds nous a transmis quelque chose spécifique à ce lieu. Donc, d'être dans une fédération avec des personnes issues d'espaces de terres différentes, en termes de neurosciences que je ne voulais plus avoir dans le milieu universitaire parce que je me disais pourquoi je fais que de lire des articles de neurosciences sur comment je perçois, mais pourquoi je ne le vis pas ? Et cet espace-là, ça mettait tout ça en pratique. Et après, au niveau de la création, c'est pas mon métier en ce moment, mais en ce moment en tout cas, j'écris pas mal et je commence à me permettre de le partager de façon verbale. Donc merci pour aussi mettre un micro devant moi et de parler. Parce que c'est le moment en fait. C'est le moment de la parole. Je me rends compte que c'est quelque chose qui est très puissant en fait, de parler, même quand on pense que tout le monde a déjà dit ce qu'on veut dire. Quand on le dit nous, c'est pas la même chose qui sort. Donc là, je suis pas mal dans les mots, dans la parole. Pas forcément une parole pour éduquer, pas une parole pour décrire, mais une parole pour faire sortir des choses. Avec ça, je
travaille aussi avec des installations. Donc, des installations avec du matériel différent, du textile et parfois des couleurs. J'utilise de la peinture, de la gouache pour l'instant, plutôt de la peinture corporelle. Ce travail-là, il se fait avec d'autres personnes. Je ne vois pas l'intérêt de faire ces installations seule. Et en quoi votre démarche se différencie finalement de l'art-thérapie ? L'art-thérapie ? L'art-thérapie. Je ne sais pas. L'art-thérapie, c'est justement l'idée d'utiliser l'art, que ce soit, il peut y avoir de la musicothérapie, il peut y avoir de la peinture, ça peut être à travers la poterie. C'est justement ramener, déjà créer quelque chose. Ça permet un peu de travailler l'estime de soi, ça permet aussi de travailler l'imagination, etc. Bon, très bien, j'apprends quelque chose et du coup, je ne connaissais pas vraiment cette discipline et ça me fait écho à parfois on connaît des choses parce qu'on a grandi quelque part et on connaît d'autres choses parce qu'on a grandi à un autre endroit. Donc là, ça revient encore aux neurosciences, je vois ça parce que le fait que je me suis intéressée à la création artistique, c'est depuis que je suis venue en Occident, en Europe. Lorsque j'habitais en Nouvelle-Calédonie, je n'avais pas ce rapport à la création où j'avais un besoin de créer quelque chose, j'avais besoin de matérialiser des idées, c'était moins présent. Et quand je prends du recul, je me rends compte que dans mon quotidien en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, il y a des choses qui sont poétiques dans la façon d'agir tout le temps. Quand on se rencontre avec une personne, on se rencontre en entier. Quand on se promène dans un endroit, on pose vraiment nos pieds sur le sol et on contemple les présences qui sont autour de nous. Et c'est des choses que tout le monde conscientise de façon très banale. Et quand je suis venue en Occident, dans mon quotidien, j'allais à la fac, j'étais en ville, j'ai trouvé beaucoup de choses qui me plaisaient. Et par contre, ce rapport-là avec une écoute peut-être plus silencieuse me manquait. Et c'est là que je suis allée vers la création sans forcément faire exprès, tu vois. C'est juste que j'avais besoin de trouver un espace où on peut peut-être moins parler et plus sentir les choses. C'est un peu le propos aussi dans la psychologie interculturelle, de dire dans quel bain culturel quelqu'un va vivre, va naître, a un impact ensuite sur les changements, de passer d'un endroit à un autre, de passer d'un endroit où il y a certaines habitudes, certaines sensorialités, certains sons, certains goûts, d'arriver dans un autre endroit peut être un choc pour certaines personnes. C'est très intense de changer tous nos repères. Et je pense que c'est pas que lié au changement géographique. Ça peut être lié à des changements d'entourage, ça peut être lié à d'autres changements de profession, des changements aussi, juste quelque chose même dans une pièce qui change. Des fois, ça peut être vraiment intense. Et je trouve que c'est beau de voir comment on gère ça, comment on négocie avec les changements brusques ou les changements qui vont tout doucement, qui je trouve sont encore plus subtils. Comment on fait pour soit arriver à exister dans le changement. Et la parole, je pense que c'est un outil trop précieux parce qu'il y a des changements qui peuvent nous faire arriver au bon endroit, mais il y a des changements où c'est le contraire. Et je pense que de faire sortir les choses, comment on gère le changement, comment on arrive à rester avec notre identité dans le changement quand tout autour parfois c'est différent. Comment nous on arrive à rester avec nous aussi, tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que en fait au bout d'un moment il y a eu beaucoup de changements. C'est intense, ça change, alors je suis là, je regarde tout ce qui se passe autour de moi, mais en fait je regarde beaucoup. Je regarde, et est-ce qu'on me regarde? Est-ce que j'existe ici?
existait à travers le regard de l'autre, la question de l'identité. Ça a remis en question une partie de votre identité ? Alors, pas du tout. Mon identité, elle est très bien ancrée dans mon corps et je la porte fièrement, avec un bel afro d'ailleurs. Et au contraire, le fait d'être dans un endroit différent, ça renforce l'identité qui est déjà là. Mais par contre, c'est peut-être les façons de faire, les choses qui sont plus dans l'action. Donc, tu vois, l'action, comment ça se passe, et bien ça, ces choses-là, parfois, on n'est pas forcément sur des choses communes et quand on arrive quelque part, on est accueilli par un lieu. Donc, moi, en tout cas, je me sens dans une posture de respect et je me dis, mais en fait, au bout d'un moment, moi aussi, il faut que j'accueille ce lieu, que j'accueille ces personnes, mais il faut que je propose quelque chose. Au-delà du scolaire, qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, vous a amené à vouloir travailler dans ce milieu ? Au-delà du scolaire, ah oui, bah là, c'est carrément au-delà, là. Oui, là, on est au-delà, oui. En fait, la vie, hein, c'est la vie. Je sais pas comment dire autrement. Ouais, en fait, des fois, il y a des visions qui me viennent dans mon esprit, qui restent là, je sais pas, ça vient d'où. C'est là, et il y a un jour, je sais pas, il y a une journée comme une autre, je vais marcher dans un endroit. À cet endroit, par exemple, je vais être à côté du tram à Louis-Blanc, je marche, et là, quelque chose me dit, tu le fais. Je dis, ok. Donc du coup, on s'organise. Comme je ne veux pas le faire seule, je m'organise. Et j'aime le fait que ça commence dès maintenant, la création. C'est que là, je le fais. C'est parti. Maintenant, dans mon esprit, il n'y a que ça. Entre guillemets, il n'y a que ça. Parce que j'aime aussi savoir que j'ai une vie quotidienne, j'ai une vie banale, j'ai une vie, voilà, je bois le café le matin, je suis contente. Non, mais c'est ça, parce que c'est la vie. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, que là, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est le moment, j'en parle. Quand je vais au travail, je parle de cette idée, quelqu'un va me dire ah oui, ça me fait penser à cette chose, ça me fait penser à cette chose. J'ai découvert beaucoup d'artistes comme ça. C'est quand je parlais d'une idée qui arrivait sans aller dans les détails, juste dire ouais, je sais pas, j'ai quelque chose, je vois ça en ce moment, voilà, on m'a parlé d'une artiste japonaise, Chiharu Shiota, qui a exposé au Grand Palais. Du coup là, ces derniers mois, ça s'est terminé là, je pense le 19 mars. Donc voici une petite interview de Chiharu Shiota. La ficelle, c'est ma matière, ma seule matière. Ce n'est pas comme peindre avec un pinceau sur une toile. C'est ma propre matière et je peux tout relier. La ficelle se retrouve parfois emmêlée, ou tendue, ou détendue. C'est comme les relations humaines. Je veux relier les gens à l'univers. J'ai aussi l'univers dans mon corps, et il y a aussi l'univers tout autour. Tout est relié. Je vous laisse avec la suite de l'entrevue que j'ai pu avoir avec Emiga. C'est une artiste qui travaille avec les fils rouges, qui fait des installations impressionnante, et qui, en fait, quand on m'a parlé de cette personne, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est intéressant parce qu'on parlait un peu de... Vous parliez tout à l'heure de culture, de venir d'endroits différents, et pourtant de potentiellement peut-être se retrouver en communauté sur une création à faire ensemble, etc. Moi, je sais que la question des fils, vous aviez déjà proposé un atelier avec une connaissance qu'on a en commun. Oui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, ce truc où, comme s'il y avait quelque chose en commun. Oui, mais je pense que c'est le cas, et en étant en mouvement tout le temps et par choix, s'inventer, ça devient la façon d'être là. Alors, il faut se renouveler aussi et être à l'écoute des nouvelles choses qui nous entourent. Et parfois,
ça nous fait être en face d'une personne qui nous comprend et qui a peut-être besoin qu'on se parle de cette chose, ce fil rouge. Donc, on les installe ensemble et en fait, on les installe sans indication particulière. Il y a une idée, une intention, une vision. Et en fait, j'aime ce processus où même avant d'installer, on se parle, on voit des fils partout. Moi, c'était ça, je vois des fils partout. Ensuite, on me propose « Ah, mais tu pourrais faire avec cette matière-là, c'est peut-être plus agréable pour ta peau, etc. » Ah oui, tu as raison, bonne idée. Alors, ensuite, on continue. Ah, ces fils, ça me fait penser encore à quelque chose, ça me fait penser à ça. Nanana. Ah, je pense à toi, j'ai ça. Nanana. Et au fur et à mesure, ça commence à faire une sphère, un réseau où en fait, plusieurs personnes ont cette idée dans la tête et ça grandit tranquillement. Et donc, il n'y a pas d'échéance particulière, mais il faut quand même qu'on se donne rendez-vous. C'est-à-dire, en fait, on est dans ce que vous dites, imaginons, on est 6-8, on se donne rendez-vous un samedi après-midi, Voilà. avec le matériel qui va être le fil. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on se rencontre, on mange, on boit, on se met à l'aise, on est ensemble, on est heureux d'être ensemble ou pas, je sais pas, on arrive avec ce qui est. Hein. Et l'idée est partagée et en fait, on est ensemble. On va se voir, on va pas cacher quelque chose. Il y a eu des moments où, par exemple, on est en groupe et on arrive au-delà de la vision tellement c'était un moment où on était beaucoup dans une écoute, etc. Et il y a eu des moments où on est allé à un autre endroit totalement différent qui était plus ou moins agréable, mais on n'a rien modifié. Et ça me plaît cette notion-là que on ne veut pas créer quelque chose pour le résultat final, on veut voir comment on y arrive, qu'est-ce que ça nous fait, comment on se positionne. Et en même temps, il y a une vision d'installer quelque chose pour représenter une idée claire. Mais c'est intéressant de voir comment on y arrive ensemble, comment on travaille ensemble, comment on laisse la place ou comment on prend la place. C'est travailler en groupe, travailler ensemble et moi, dans ça, je dois arriver à proposer quelque chose qui ne fait pas sentir l'autre exclu de participer. Donc, ça, c'est sur quoi j'étais plus intéressée pendant 2 ans. Et au fur et à mesure, j'accumule beaucoup de matériel sensoriel, de matériel qui raconte, de matériel imaginaire, énormément. Donc, j'ai peut-être la projection de commencer à garder tout ça, toutes les personnes qui ont touché ces fils, toutes les personnes qui ont été là, peut-être pour être dans un espace un peu plus seul, pour voir ce que ça peut faire naître. Là, vous êtes vraiment rentré dans finalement votre processus créatif. Il y a quand même une petite question qui me taraude, un peu de rétropédaler. Mais dans tout ça, qu'est-ce que les neurosciences vous ont apporté finalement, ces études vous ont plutôt pas apporté des réponses, mais plutôt amené à avoir des questions. Et vous n'aviez pas forcément ces réponses à travers les études. Donc, vous êtes allé vers plutôt la création, c'est ça ? Oui, c'est plutôt ça. Les neurosciences, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, mais je pense que j'ai vraiment fait un choix de ne pas continuer dans ce cursus-là et que c'est un outil de réflexion qui m'accompagne, mais que je suis maintenant dans quelque chose de totalement différent. Donc, petite pause poétique. Quelle poésis vous a inspiré dans vos plus jeunes années ? Dans mes plus jeunes années, j'ai beaucoup été inspirée par le conte. Par contre, j'aurais pas de titres comme ça qui me viennent, ou d'auteurs ou d'autrices. Des contes plutôt mélanésiens et aussi des contes de la région du Congo, d'où vient ma maman. Elle est conteuse. Et en Nouvelle-Calédonie, elle fait partie d'une association qui s'appelle Tangandé, l'association des conteurs en Nouvelle-Calédonie. Et c'est des souvenirs de soirées contes la nuit dehors qui me viennent en tête.
Sauf qu'arrivé en fin d'année, mais à cette époque-là, on ne dit pas fin d'année, on dit tout simplement il y a une période de pluie. Parce que l'année n'était pas comptée comme on compte maintenant dans le calendrier. On dit il y a un moment, il y a une lune qui emmène la pluie. Vous parliez tout à l'heure d'être en communauté, de faire part à la parole. Donc finalement, c'est quelque chose que vous refaites, mais à travers d'autres outils que l'histoire a raconté, que le conte. Oui, c'est ça. Créer des moments de rencontre, de rendez-vous entre nous pour se voir. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément retrouvé en partant de la Nouvelle-Calédonie? Ah si, toujours. Si, toujours. C'est toujours avec moi, c'est ces choses de se retrouver, de se voir, c'est toujours là. Chapitre 2. Les valeurs. Ce qui fait ce que nous faisons. Alors, première question, quelles sont les valeurs qui s'appliquent à votre travail? Alors, attends, je bois un coup. Donc, logiquement, on a la communauté. C'est une des choses qui est le plus importante pour moi. La communauté qui élève, une des autres valeurs, c'est je sais pas si c'est une valeur, mais de se libérer, en fait. C'est d'accepter de faire libérer les choses qu'on a en nous. Je pense que c'est une valeur parce que c'est une idée qui me lie à d'autres gens. De pas rester dans des choses statiques. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Si vous voulez, moi, en vous écoutant un peu parler là sur ce chapitre 1, j'aurais dit que les valeurs, bien sûr, j'aurais parlé de la communauté. Ça, c'est une des valeurs un peu même d'humanisme, j'aurais dit. Oh, le grand mot. Non, je sais pas si c'est... Le grand mot. Communauté, c'est... Ouais. Non, un peu plus... ouais, un quand peu même, plus bas, on n'est pas les sauveurs du monde, hein. C'est bon, hein. J'aurais peut-être pensé à des valeurs d'entraide, de partage, d'égalité. Oui, éventuellement, mais toujours dans une dynamique qui élève. La réciprocité, ouais, ça peut être quelque chose qui... Réciprocité, communauté et la libération, mais c'est pas une valeur à proprement parler. En tout cas, d'aider, de s'aider et d'aider les autres et de partir un peu de ce postulat que si on aide les autres nous aideront et que finalement ça fait un peu un cercle assez vertueux aussi. Oui, tout en sachant que parfois c'est pas le cas et qu'on va pas se laisser faire et que on va parler, on va se défendre et on va pas laisser les autres nous empiéter en fait. On protège ce qu'on a créé. C'est ça ce que je veux, c'est que on soit fiers dans notre identité, on est fiers dans ce qu'on est, mais on aide, oui, mais pas tout le monde. Je suis désolée, c'est pas possible. Et est-ce que ces valeurs sont différentes de celles que vous partagez dans votre vie privée? Non. C'est-à-dire que ce que vous créez, ça fait vraiment partie de vous, c'est la vie, quoi. Oui. Je suis émue. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous émeut là-dedans, finalement, de faire ce parallèle entre les valeurs que vous souhaitez promouvoir dans votre art et vous rendre compte que c'est des choses ça fait partie de vous, en fait? Oui, ça m'émeut parce que c'est pas facile d'être vrai parfois. C'est pas facile parfois de rester avec ses valeurs tout le temps et peut-être dans des endroits où on est dans la représentation, dans des choses beaucoup plus dans le visuel, dans aussi il y a aussi une volonté peut-être d'une reconnaissance sociale parfois, il y a ce qu'on porte parfois. Enfin, ça existe et c'est comme ça, tu vois. Enfin, il y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais du coup, le fait d'arriver à garder les choses qui sont importantes dans la création, ça m'émeut, voilà, ça me fait sourire et c'est tout parce que ça peut arriver qu'on ait envie de partager une idée. Et si pendant le processus, on crée, dans le processus de création, cette idée, elle est pas là dans le processus et qu'elle est là le jour de la représentation, est-ce que ça fait sens? Moi, en tout cas,
j'ai jamais participé à que ce soit l'atelier qu'il y avait eu avec les fils ou l'atelier écriture. Alors, c'est pas des ateliers, c'est plutôt des rituels, en fait. Des rituels, Ouais, d'accord. c'est ça. C'est quoi la différence entre atelier et rituel, alors, pour vous? Un atelier, ça va être organisé. En tout cas, pour moi, un atelier, ça veut dire il y a une personne qui va... ou plusieurs personnes qui vont organiser de telle sorte que d'autres personnes fassent quelque chose. Le rituel, il y a... c'est plus un rendez-vous avec une intention différente, je pense. Mes intentions, c'est la libération, souvent. Non, là où je voulais dire, c'est que je trouve... après, peut-être que ça va faire mouche, comme... Oui, mais j'écoute, oui. Mais c'est une forme de courage, je trouve. Je trouve ça très difficile d'être dans une forme d'engagement, de vouloir accompagner des personnes à créer, parce qu'en fait, c'est justement l'inverse d'un atelier, parce qu'un atelier, finalement, on a un objectif, et pour cet objectif, on va avoir des outils, des méthodes, etc. Et on est un peu moins dans une forme de accepter la différence de chacun et essayer de créer quelque chose, une forme de communauté. Là où vous, dans ce que j'ai compris de l'extérieur, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ce que vous créez finalement, c'est plein de gens différents, avec des idées différentes, des envies différentes, des sensorialités différentes. On va les mettre face à... Déjà, moi, je rentre dedans. Je suis pas plus haut comme si j'avais le savoir. Je suis pas la sachante. Mais et en étant tous ensemble, on va à la fin se retrouver, que ce soit par le fruit du hasard ou alors quelque chose, on s'y attend pas. Oui, et ce qui est magique, c'est qu'en fait, l'organisation se fait par elle-même. Chacun et chacune trouve son rôle et c'est beau, en fait, parce que chacun et chacune prend son temps, son rythme, le rythme est différent. Moi, personnellement, j'ai dû travailler aussi sur quelle est la posture d'une personne qui est invitée à un rituel. Comment la personne reçoit l'information et comment elle se sent de contribuer en sachant qu'elle fait partie de ce rituel et en même temps en sachant que je l'ai invitée. Donc, qu'est-ce qui est possible d'être proposé ou qu'est-ce qui est peut-être moins possible pour cette personne, parce que le but c'est que les portes soient ouvertes et en même temps y a une vision aussi. En général, j'essaye de faire avec de la douceur, qu'il y ait de la douceur dans ces moments-là, et tout s'organise au fur et à mesure de façon simple. Je vois que instinctivement il y a des personnes qui vont se mettre dans l'action directement, qui ont besoin d'être dans l'action. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt avoir un regard extérieur et c'est ce dont on a besoin quand on fait une installation et naturellement ça se fait. Il y a une personne qui va peut-être aller faire chauffer de l'eau parce que quelqu'un a besoin de boire quelque chose de chaud. Il y a une personne qui sort son appareil photo, qui filme. Finalement, tout se fait entre guillemets naturellement. Il y a aussi une forme de confiance à avoir. Voilà, c'est exactement ça. C'est une confiance totale, parce que dans ces moments-là de rituel, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que moi, j'engage mon corps en entier et que j'invite d'autres personnes à engager leur corps aussi, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, moi, je le dis qu'à un moment donné, par exemple, je vais me dénuder et je vais faire ça et parce que je connais toutes les personnes qui sont présentes. Mais c'est arrivé que pendant des moments, il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui se livrent d'une manière que je remercie, parce que je me dis, mais vous ne connaissiez pas les gens. Enfin, mais on était ensemble pendant un temps. On n'a pas forcément beaucoup parlé, mais on était en action ensemble, on avait une intention commune, etc. Donc je pense que oui, les choses se font naturellement. Et je pense que moi, en tout cas, dans le processus de création, au fur et à mesure, je sens qu'il y a peut-être des personnes avec qui ça match plus pour peut-être être dans l'action, ou avec qui ça va être plus simple d'être avec le regard extérieur, des choses comme ça. Et on me donne beaucoup de conseils, du coup, parce que je ne suis pas dans un cursus universitaire dans la création. Et ces conseils-là, je les prends et je vois que la suite serait quand même
en ayant senti comment l'organisation peut se faire, de peut-être attribuer peut-être des rôles plus clairs pour continuer ensemble de façon peut-être plus professionnelle. Voilà. C'est vrai, finalement, la question que je me pose, qu'est-ce que vous cherchez à créer ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de le faire et que quand je le fais, je me dis je l'ai fait. Et que je ne sais pas pourquoi. Par exemple, là, dernièrement, le rituel qui a eu lieu, c'était avec de la peinture rouge. Donc, le rituel précédent, on touchait beaucoup des fils rouges. Tout le monde, avec ses mains, a touché les fils. Et moi, ces fils, je les ai gardés avec moi et je les ai emmenés dans différents endroits. Seule, et j'avais l'impression qu'il y avait toujours ces personnes qui touchaient ces fils avec moi dans ces endroits où elles n'étaient pas là. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression que quand je déposais les fils partout, que c'était moi, que c'était nous, c'était des corps qui étaient partout. Et le rouge, c'est une couleur qui est forte, c'est aussi la couleur du sang. Et du coup, je me dis, toutes ces choses, ces fils que je pensais invisibles, c'est aussi des choses qui peuvent être sur nos peaux. Et c'est aussi dans cette envie de peut-être de montrer que les choses qu'on cache, les choses qui n'ont pas été dites, les choses qui bloquent, c'est sur notre peau et que c'est ça qui nous rend encore plus visibles, les choses qui sont difficiles, le sang qui a coulé, des choses qui sont aussi difficiles, en fait, de faire en sorte que c'est aussi nous et c'est ça qui nous rend... Il ne faut pas le cacher, il faut encore plus le montrer, il faut encore plus... on est visible, on nous voit, on nous entend, on parle, on est là, on existe. Et je pense aussi toujours à beaucoup de lieux différents. Peut-être c'est des fils qui me rattachent à ces endroits ou pas. Et moi, ça fait quelques mois que je pense beaucoup à la Kanaki Nouvelle-Calédonie qui vit vraiment une situation politique qui est difficile. Et du coup, c'est une façon aussi de donner de la force à distance à des lieux qui vivent des moments qui sont parfois pas beaucoup médiatisés. Merci. On passe à la suite, ça vous va ? Oui. Petite pause poétique. Une poésie qui retranscrit vos valeurs. Alors, je pense à Imasango Boutin. Encore une personne de Nouvelle-Calédonie, c'est une poétesse qui trouve une bonne manière de parler du métissage et des lieux d'ancrage différents sur Terre. Et je pense aussi, en parlant de terre et de ancrage, à Emma Bigé et son livre, alors il ne faut pas que je me trompe dans les syllabes, mouvementement tendre, mouvementement, oui c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est un livre qui est aussi disponible sur Spotify. Il y a tous les chapitres détaillés. Ouais, en audio aussi. D'accord. Et Emma Bigé, elle a travaillé sur la danse contact impro. Et elle voit la danse et le mouvement aussi comme avec une notion écoféministe. Et bouger comme on veut, c'est une façon de répondre à beaucoup de choses. Et justement, petite pause dans le flot de la discussion pour écouter Emiga nous lire un passage du livre « Mouvementement, écopolitique de la danse » d'Emma Bigé. C'est sans doute pour cette raison qu'il existe une telle relation, attestée partout dans le monde, entre la danse et les rituels de communication avec des entités plus qu'humaines, Dieu ou esprit. Danser, pour nombre d'entre nous, c'est se laisser habiter par des forces non humaines. Ou plus exactement, c'est prendre soin de leur venue, préparer le terrain par un certain nombre d'égards ajustés aux éléments. Et c'est pourquoi la danse a ses lieux magiques, orées des bois, sommets des montagnes, temples, studios de danse, scènes, où une hypervigilance aux vibrations du monde est possible. Chapitre 3. Les clichés. Ce qui nous fait douter nous empêche d'avancer. Quelle définition donneriez-vous au métier passion ?
Je ne sais pas. Merci. De rien. Trouvez-vous que votre travail soit une source de souffrance? Non. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre travail? Le réveil. Pause poétique. Ok. C'est la première fois que ce chapitre est aussi expédié. Mais On j'adore. peut retourner Non. dedans hein, si tu veux. Non. Peut-être il y a d'autres choses qui... C'est un peu fait exprès quand même. Trouvez-vous que votre travail soit une source de souffrance? C'est une question fermée, c'est un peu oui ou non, quoi. Oui. Après, justement, ça montre aussi qu'on en revient à votre valeur de libération. Quand vous parlez d'écoféminisme, du mouvement du corps, quand vous parlez de la lutte par rapport à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec le peuple kanak, on retrouve finalement toute cette question-là de la souffrance qui peut-être se place ailleurs. Et c'est justement votre art, vos envies de création qui émanent de comment on travaille finalement face à cette souffrance, face à ce que le monde s'oppose à nous. Comment est-ce qu'on arrive à se libérer de tout ça? Comment est-ce qu'on arrive finalement à faire que ce que notre peau subit, on s'en sorte? La vie est belle quoi qu'il arrive. Hein. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont souffert avant nous. Moi, je suis pas venue ici pour encore me dire que je vais souffrir. Je suis venue ici pour exprimer les choses et fièrement. Et c'est comme ça que ça arrive. Chaque journée arrive et en fait, j'ai pas le temps de dire c'est difficile. J'ai pas le temps en fait. En fait, j'ai envie de m'exprimer. La souffrance, oui, elle existe. Il y a plein de choses, mais c'est pas fermer les yeux sur la souffrance, c'est pas fermer les yeux. Mais en fait, je n'ai pas le temps de me dire que je vis une vie, je souffre. Non, c'est pas cohérent. Je vis une vie, je vis. Voilà. Moi, je savais, dans tous les cas, qu'avec ces 3 questions, ça faisait un ensemble, en fait. C'est ça que je trouve assez bien sur ces 12 questions, parce que là, du coup, on est arrivé à la fin, il nous en reste 2. C'est un peu les questions de d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Est-ce que vous avez la sensation que ce questionnaire, là, avec cette question, je sors un peu du questionnaire. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce questionnaire, finalement, c'est ces questions-là qu'on se pose pas forcément tous les jours? Alors, par contre, moi, je me pose ces questions dans la vie. Je me pose beaucoup de questions dans la vie. Et c'est des questions que je me suis parfois posées, mais le fait d'avoir cette chronologie par thématique rend les choses beaucoup plus claires. Et du coup, je pense que ces questionnaires, oui, permettent de bien clarifier nos intentions sur la création et peut-être sur la vie en général, ouais. Oui, parce que ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, j'étais un peu gêné avec le questionnaire sur la question du travail. Je vous en avais parlé un peu avant. S'il n'y avait pas cette question de il faut payer son loyer, il faut s'acheter à manger, etc., vous ne considéreriez peut-être pas ces rituels, ces activités, ces créations comme un métier. Alors, il faut avoir de l'argent dans la vie. Là, hier, je crois, ouais, j'étais en déjeuner pendant un stage de danse et il y a une phrase que tout le monde connaît qu'on m'a dit: Emiga, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est vrai, malheureusement. Mais donc, comment faire pour considérer ce qui ne ramène pas de l'argent comme du travail? Moi, c'est ce que je fais. Mon travail ici, là, comme je suis en train de vivre, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire. Tout ça, c'est mon travail. Je travaille, c'est ça mon travail. Il y a d'autres choses que je fais qui sont nommées comme du travail, que tout le monde considère comme du travail. Mais moi, personnellement, depuis plusieurs années, je fais des choix qui sont pas dans la norme, dans la vie d'une personne qui doit se développer, qui doit s'émanciper, etc. Je fais des choix qui sont un peu à côté parfois et je l'assume et je suis heureuse d'être fidèle à ces choix et d'assumer aussi que je travaille parce que c'est là que je veux dépenser mon temps, c'est là que je veux transpirer, c'est là que je veux être fatiguée, c'est là que je veux carrément...
c'est là que je veux vibrer à fond, quoi. C'est là, c'est ça mon travail ici, et c'est là que je trouve l'intérêt de me fatiguer pour quelque chose. Franchement, merci. Là, j'ai l'impression qu'il aura fallu passer par la jeunesse, par les valeurs, par un peu ces clichés, pour que cette belle phrase sorte de c'est sur ça que vous voulez vous fatiguer, et c'est sur ça que vous travaillez. Peu importe ce qu'on entend un peu dans le travail, c'est pour gagner de l'argent, etc. Vous voulez vous en libérer. Oui, après, j'aimerais bien gagner de l'argent avec ça quand même, tu vois. C'est pour ça que... Voilà, si jamais il y a des gens qui m'entendent, n'hésitez pas à me contacter. Chapitre 4. Le destin et finalement, où allons-nous ? Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Alors, dans 10 ans, comment je me vois ? Eh bien, je me vois comment ? Attends. Oui, allez. Je me vois me réveiller le matin, bouger mon corps, me dépenser, faire du sport, me bouger, rentrer, bien manger. Vraiment prendre le temps de cuisiner, de prendre ce temps-là, de vraiment choisir ce que je veux manger, me calmer et aller écrire. Et après, voir les gens que j'aime. Et le soir, faire un spectacle et rentrer dans ma maison. Là, on va dire que c'était un samedi soir. Ah, c'est beau. Non, ça résume plutôt bien. Et en même temps, face à l'hésitation de comment vous voyez-vous dans 10 ans, il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a 10 ans, c'est pas dans le questionnaire, hein, mais est-ce qu'il y a 10 ans, oui. la vous d'il y a 10 ans, est-ce qu'elle se voyait comme aujourd'hui ? Oui. Vous allez vers ce que vous voulez, en fait. Oui, c'est même pas facile, hein, c'est compliqué à purée. Même si c'est pas dans les, dans les sentiers battus, finalement. Oui, ben, de toute façon, je pense que quand on a quelque chose qui est bien dans notre esprit ou qu'on rêve, c'est que dans le futur, on y est déjà. C'est cette phrase qui est de dire, en fait, comment je me vois dans 10 ans, je me vois comme ça et ça. J'y pense, donc j'y suis déjà. C'est vraiment une confiance, j'ai l'impression que ce qui retranscrit votre envie de créer, votre envie de faire, c'est la confiance aux autres, c'est la confiance en finalement ça va aller. Comme s'il y avait, même si c'est difficile, même si c'est dur, vous revenez toujours à des choses très simples de comment je me vois dans 10 ans, je me vois me lever le matin, prendre soin de moi. Oui. Boire mon café. Oui. Manger ce que j'aime. Oui. Puis ensuite, aller dans l'écriture, donc finalement dans cette introspection peut-être que vous avez retrouvée dans les neurosciences. Et le soir... On lâche tout. On lâche tout, et cette histoire de communauté, d'être avec les autres, etc. Une vie très rangée. Très, très classique. J'espère pour vous que ce sera cette vie classique, parce que quand même, c'est très... c'est une vie d'artiste, quoi. Ah bon ? D'avoir cette liberté... j'ai l'impression que c'est un peu ce que les artistes recherchent, de pouvoir exprimer leur art, pas trop se poser de problèmes, de soucis sur les impôts, sur les URSSAF, les choses comme ça. De quoi tu parles ? Non, mais voilà, juste au-delà de cette blague, juste voilà, remercier pour votre temps, d'avoir accepté, si vous aviez un petit temps, que ce matin j'imagine que c'était le rush. Et merci pour ces réponses que j'ai trouvées très poétiques. Quelle poésie vous fait rêver et où appartient au monde des rêves ? Ok. Donc je vous laisse. À tout à l'heure. Alors, hier j'ai vu une pièce chorégraphique d'un artiste brésilien qui s'appelle Volmir. La pièce s'appelle Autrar. Cette pièce représente, je pense, quelque chose qui me fait rêver et qui a peut-être été dans un de mes rêves d'ailleurs. Dans cette pièce, Volmir arrive avec beaucoup de couches sur lui, beaucoup de couches de tissu, une perruque accrochée à la nuque. Au fur et à mesure, ces couches s'enlèvent et se retrouvent au sol. C'est une pièce qui m'a beaucoup remuée et je pense que c'est le but. Et ensuite, quelque chose dans mes rêves, oui, j'en ai tellement. J'ai tellement d'images en tête que c'est difficile peut-être de choisir, mais
l'image qui revient le plus, c'est des corps libres dans la nature, des corps calmes, des corps qui s'aiment, des corps qui s'expriment, qui dansent, qui parlent, des corps qui se retrouvent surtout.